Baissez les yeux. Regardez cet ami à fourrure qui somnole paisiblement à vos pieds. Vous l'appelez un membre de la famille. Mais il y a 2000 ans, les ancêtres de ce bon garçon ne rapportaient pas des pantoufles. C'étaient des chars d'assaut vivants, créés dans un seul but, détruire. Dans ce récit, nous allons dévoiler l'une des pages les plus sombres et les plus soigneusement oubliées de l'histoire de la Rome antique. Vous découvrirez comment les ingénieurs impériaux ont transformé la meilleure création de la nature en une arme biologique, capable à elle seule de briser des os et d'inspirer une terreur primitive à des légions entières. Nous raconterons pourquoi on forgeait pour ces chiens des armures coûtant plus cher qu'une vie humaine, et quelles expériences monstrueuses étaient menées sur des chiots pour extirper d'eux toute pitié. Ce n'est pas une histoire d'amitié, mais de trahison. L'histoire de la façon dont l'homme et la bête ont été liés non par l'amour, mais par le sang et l'acier. Pourquoi les conquistadors espagnols payaient-ils les chiens plus cher que les soldats? Comment la machine de mort romaine s'est-elle brisée contre une simple ruse humaine? Et surtout, lisez jusqu'au bout pour apprendre l'effrayante vérité. Pourquoi ce code ancien et féroce de tueur n'a nulle part disparu, mais sommeille toujours dans l'ADN de votre animal de compagnie, prêt à se réveiller à tout moment. Préparez-vous, votre regard sur les chiens changera à jamais. Du brouillard. Un brouillard épais, collant, qu'on croirait pouvoir couper au couteau. Vous êtes en rang, épaule contre épaule avec vos frères. Dans vos mains, un bouclier lourd. Vos doigts ont blanchi sous la tension en serrant la poignée de l'épée. Autour, c'est la forêt de Teutobourg, ou les déserts de Dacie, peu importe. Ce qui compte, c'est que devant, dans ce voile laiteux, l'ennemi se cache. Vous attendez les Romains. Vous attendez l'éclat de leurs armures, le sifflement des pilums, le rythme précis de leur marche. Vous êtes prêts à mourir par l'acier. Mais au lieu de cela, vous entendez une respiration. Une respiration lourde, rauque, humide, qui semble venir de partout et de nulle part à la fois. Le sol sous vos pieds commence à vibrer à peine. Mais ce n'est pas le martèlement des sabots de la cavalerie. C'est quelque chose de plus primitif. Un son qui fait se dresser les cheveux sur la nuque et forme une boule de glace dans le ventre. C'est un grondement à basse fréquence, résonnant dans la cage thoracique. Un son biologiquement programmé pour déclencher la panique chez tout primate. Et vous, malgré toute votre bravoure, vous commencez à reculer. Parce que votre cerveau, ce cerveau reptilien et ancien, hurle une simple vérité. On ne va pas vous vaincre. On va vous manger. Arrêtez-vous une seconde, maintenant. Regardez en bas. Peut-être qu'à vos pieds somnole un Golden Retriever ou un terrier joueur. Il agite la patte dans son sommeil, poursuivant un lièvre imaginaire. Vous vous attendrissez. Vous l'appelez ami, membre de la famille, petite boule de bonheur. Maintenant, imaginez que cette boule pèse 70, voire 80 kg. Imaginez que ses muscles sont durs comme des câbles de navire et que ses mâchoires sont capables d'exercer une pression suffisante pour broyer le fémur d'un homme adulte aussi facilement que vous cassez une brindille sèche. Imaginez que dans ses yeux, il n'y a pas de dévouement, pas de désir de friandise ou de caresse derrière l'oreille. Il n'y a qu'un vide froid et sombre et une seule directive gravée dans les neurones. Détruire. Les Romains n'aimaient pas simplement les chiens. Ils ont transformé le meilleur ami de l'homme en char biologique, en une arme vivante qui ne connaît ni pitié, ni peur, et pire encore, ne connaît pas l'arrêt. Ce dont nous allons parler n'est pas une histoire de zoologie. C'est la chronique d'un crime de guerre s'étalant sur des siècles.
Une enquête sur la façon dont la plus grande civilisation de l'Antiquité a pris la loyauté et l'a reforgée en une horreur pure et distillée. Retournons sur le champ de bataille. La première chose à laquelle l'ennemi de Rome était confronté n'était pas un contact physique, mais une rupture psychologique. Les stratèges romains, ces architectes cyniques de la guerre, comprenaient parfaitement: la bataille se gagne avant le premier coup d'épée. Elle se gagne dans les têtes. Et il n'y a pas de moyen de briser l'esprit d'un barbare plus vite que de lâcher sur lui un monstre sorti de ses propres cauchemars. Les chroniques historiques omettent souvent ce moment, se concentrant sur la tactique des légions. Mais imaginez l'aspect sensoriel de cet instant, l'odeur. Ce n'est pas seulement l'odeur des corps mal lavés et du fer. Le vent apporte la puanteur âcre et musquée du chenil, mêlée à l'odeur de viande crue et de vieux sang. Cette odeur est en elle-même un signal de danger. Les animaux sentent le prédateur. L'homme, bien que privé de nombreux instincts par la civilisation, réagit tout de même à ce marqueur chimique de la mort. Le niveau de cortisol dans le sang grimpe instantanément. Les pupilles se dilatent. Le cœur commence à battre au rythme d'une bête traquée. Puis, le son. Les Romains utilisaient l'acoustique du champ de bataille avec virtuosité. L'aboiement de centaines de chiens de race molosse, amplifié par l'écho d'un ravin ou d'une forêt, créait un effet de mur de son. Ce n'était pas le vacarme chaotique de Cormio, c'était un grondement. Une basse profonde et gutturale qui épuisait le système nerveux bien avant que les bêtes n'apparaissent dans le champ de vision. Les psychologues militaires d'aujourd'hui appelleraient cela une action psychoacoustique. L'objectif est simple: priver l'adversaire de la capacité de penser rationnellement, transformer une formation organisée en une foule d'individus terrorisés dont chacun ne pense qu'à sauver sa propre peau. Car mourir par l'épée, c'est honorable, c'est la mort d'un guerrier. Mais être déchiqueté par une bête, se transformer en morceaux de viande dans une gueule baveuse, c'est la mort d'une victime. C'est humiliant. C'est effrayant au niveau génétique. Et les Romains exploitaient cette peur avec une précision mathématique. Ils appelaient cela férocitas, la férocité. Mais ce n'était pas la rage sauvage et incontrôlable du loup des bois. Non, le loup est prudent. Le loup attaque les faibles. Le loup bat en retraite s'il sent la force. Le molosse romain était artificiellement privé de son instinct de conservation. C'était une sélection de la folie. Lorsque le brouillard se dissipait enfin et que l'ennemi voyait ce qui fonçait sur lui, il était déjà trop tard. De la brume blanchâtre ne surgissaient pas des chiens. Il en surgissait des montagnes de muscles, bardées de mailles et de cuir. Des taches noires, grises, rousses de la mort, se déplaçant à une vitesse anormale pour leur gabarit. Avez-vous vu leur rictus? Ce n'est pas le sourire d'un ami. Les babines sont relevées, exposant des crocs longs comme une phalange de doigts. L'écume, épaisse et blanche, vole de leur museau tel un venin. Les yeux sont injectés de sang, non par la rage, mais par la surcharge. Leur organisme fonctionne à la limite, dopé à l'adrénaline avant même le début de l'attaque. À ce moment, une seconde avant l'impact, la rupture finale se produit. Le guerrier ennemi baisse son bouclier. Pas parce qu'il se rend, mais parce que son corps est paralysé par l'horreur. Il regarde la gueule qui approche et ne voit pas un animal. Il voit l'abîme. Il comprend qu'on ne peut pas négocier avec cette créature. On ne peut pas l'intimider par un cri. On ne peut pas la corrompre. Ce n'est pas un duel, c'est une exécution. Et derrière le dos de ces monstres, à une distance de sécurité, se tiennent les légionnaires. Ils ne rient pas. Ils vérifient leurs munitions de manière affairée et calme. Pour eux, cet enfer n'est qu'un mardi ordinaire. Juste une procédure de nettoyage du territoire avant l'entrée de l'infanterie. Ils regardent le travail de leurs outils
comme un opérateur de drone moderne regarde un écran de contrôle, avec un professionnalisme détaché. Mais comment la nature a-t-elle pu créer une telle chose? La réponse est simple et terrible. La nature n'y est pour rien. La nature crée l'équilibre. L'homme crée des monstres. Pour obtenir cette créature, capable à elle seule de renverser un cheval et de broyer un bras dans une protection de plate, il a fallu des siècles d'expériences cruelles. Ce n'est pas une mutation accidentelle, c'est le résultat d'une ingénierie froide et calculatrice, où le matériau n'était ni l'acier ni le bois, mais la chair et le sang vivant. Les Romains ne cherchaient pas le compagnon idéal, ils cherchaient le tueur idéal. Et pour comprendre la profondeur de ce terrier de lapin fait de cruauté, nous devons remonter le temps. Au jour où cette bête n'était encore que de l'argile entre les mains des sculpteurs impitoyables de l'Empire. Nous devons regarder là où naissent les cauchemars, dans les fosses de sélection, où la notion même de miséricorde était extirpée du code génétique aussi soigneusement qu'on retire une tumeur cancéreuse. L'Empire n'attend pas de faveur de la nature. L'Empire les prend par la force. Pour comprendre le phénomène du chien de guerre romain, il faut d'abord rejeter toutes les notions sentimentales modernes sur l'élevage. Oublier les expositions, les livres des origines et les éleveurs fiers montrant l'extérieur de leurs bêtes. Dans la Rome antique, la sélection était une branche de l'industrie militaire. Tout comme la forge des glaives ou la production de balistes, la seule différence était le matériau. Au lieu du fer et du bois, les ingénieurs romains utilisaient la génétique, la chair et les os. Ils n'élevaient pas des amis. Ils s'occupaient de la construction de machineries lourdes à base biologique. La matière première provenait des chiens de berger d'Épire, une région au nord-ouest de la Grèce, la patrie du célèbre roi Pyrrhus. Les Grecs utilisaient ces bêtes puissantes pour protéger les troupeaux des loups et des ours. Les Romains les ont regardés et n'ont pas vu des protecteurs de moutons. Ils ont vu une plateforme. Un châssis de base sur lequel on pouvait accrocher une armure et que l'on pouvait envoyer tuer des gens. Le processus de transformation du berger en monstre ne commençait pas sur le terrain d'entraînement, mais au moment de la conception. C'était un eugénisme brutal, élevé au rang d'absolu. Les sources romaines, telles que les travaux de Columelle, se lisent aujourd'hui non comme des conseils aux fermiers, mais comme la documentation technique d'une arme. Il n'y a pas d'amour dedans, il n'y a que des paramètres. Les deux critères principaux qui déterminaient le sort de chaque créature sonnaient en latin comme une sentence. Magnitudo et ferocitas. La taille et la férocité. Tout le reste, la couleur, la forme des oreilles, la queue, n'étaient que déchets secondaires. Si un chiot ne correspondait pas au cahier des charges, il était éliminé. Imaginez cet atelier de production de morts vivantes. Un enclos de pierres humides, l'odeur de laine mouillée et d'immondices. Dans la portée, 10 chiots. Pour le sélectionneur romain, ce ne sont pas 10 vies, ce sont 10 prototypes, dont 9 sont probablement défectueux. La sélection était menée avec un cynisme froid qui glace le sang. Les observateurs cherchaient des anomalies. Dans un monde normal, une anomalie est une maladie. Dans le monde du chien de guerre romain, l'anomalie était la bonté. Si un chiot montrait de l'affection, se tendait vers l'homme pour chercher de la chaleur, gémissait une fois laissé seul, c'était un rebut, un défaut de conception, une erreur dans le programme. Un tel matériau ne convenait pas à la Légion. On le jetait simplement dans le Tibre ou on le lapidait pour ne pas gaspiller de nourriture. Ce n'était pas le plus beau qui survivait, c'était le plus méchant. Celui qui le premier mordait son frère à la gorge pour un morceau de viande. Celui qui ne gémissait pas de douleur quand on le battait, mais grognait en retour. Celui dont les mâchoires se refermaient par réflexe et ne se rouvraient pas tant que la victime ne cessait de bouger.
Les Romains cultivaient la pathologie. Ils sélectionnaient artificiellement des individus à l'agressivité hypertrophiée et au seuil de peur abaissé. De génération en génération, ils concentraient ce gène du meurtre, créant une race biologiquement incapable de socialisation au sens où nous l'entendons. Ce n'était plus un chien, c'était un mutant créé par l'homme. Magnitudo, la taille, avait aussi une importance critique. Les Romains avaient besoin de géants, mais pas de lourdeaux mous, des athlètes. La sélection allait dans le sens de l'alourdissement de l'ossature et de l'augmentation de la masse musculaire de la ceinture thoracique. Regardez l'anatomie du molosse, une poitrine disproportionnellement large, nécessaire pour renverser un fantassin d'un coup de corps. Un coup court, de taureau, qu'il est pratiquement impossible de briser dans la mêlée du combat. Et bien sûr, le crâne. Un crâne massif, large, avec des arcades zygomatiques développées, auxquelles s'attachaient des muscles masticateurs colossaux. C'était une tête créée par la nature pour broyer des os, que les hommes ont rendue encore plus effrayante. Ils sélectionnaient des chiens à la prise mortelle. C'est lorsque les mâchoires fonctionnent comme un piège. Une fois refermées, le mécanisme se bloque. Impossible de les desserrer par la force, on ne peut que tuer le porteur. La couleur avait aussi son importance, mais purement utilitaire. Columel écrivait que le chien de berger devait être blanc pour que le berger ne le confonde pas avec un loup dans l'obscurité. Mais le chien de guerre est un instrument de terreur. Pour la guerre, on sélectionnait des bêtes noires ou gris foncé. Pourquoi ? Imaginez une attaque nocturne. Une ombre noire glissant sans bruit dans l'obscurité. L'ennemi ne la voit pas jusqu'au dernier moment. Il ne peut pas viser. Il ne sait pas d'où viendra la mort. L'effet psychologique du tueur invisible faisait partie des caractéristiques tactiques et techniques de cette arme biologique. C'était le mode furtif de l'Antiquité. L'élimination était continue. Les chiots ayant passé la sélection initiale étaient soumis à des tests que l'on qualifierait aujourd'hui de sadisme. Mais pour les Romains, c'était un calibrage des instruments. On les affamait pour vérifier la limite de leur rage. On les effrayait avec du feu pour tuer la peur instinctive des flammes, l'ennemi principal de tout animal. Seuls quelques-uns survivaient. Ces fameux tueurs parfaits. Des exemplaires chez qui l'équilibre entre raison et instinct avait basculé vers la folie. Mais c'était une folie contrôlée, encore brute. Pourriez-vous, en regardant dans les yeux un chiot de 3 mois, voir en lui non pas un enfant, mais une ébauche pour la broyeuse? Pourriez-vous briser le coup de sang-froid à celui qui vous a léché la main parce qu'il est trop mou? Le légionnaire romain le pouvait. Pour lui, c'était une question de survie de l'Empire. Un chien faible au combat est une brèche dans la défense. C'est un soldat mort. C'est pourquoi la pitié était extirpée avec les chiots défectueux. Finalement, vers 6 mois, devant le dresseur se tenait une bête qui ne ressemblait déjà plus à ses ancêtres. Elle était plus lourde, plus méchante et totalement aliénée du monde. Elle ne connaissait pas le jeu, elle ne connaissait que la concurrence. Ses muscles étaient gorgés de force, mais son esprit était une page blanche, prête à l'enregistrement du programme le plus terrible. L'Empire avait obtenu le matériel, un corps puissant et un caractère féroce. La machine biologique était assemblée, toutes les pièces ajustées. Le moteur grondait, réclamant du carburant. Mais une machine sans conducteur est inutile et dangereuse pour les siens. Maintenant, le plus difficile restait à faire. Il fallait prendre cette sauvagerie concentrée et la forcer à servir l'ordre. Il fallait briser la volonté de la créature née pour tuer et insérer dans sa tête le code de la soumission absolue. La sélection physique était terminée. La vivisection mentale commençait. Et ce qui se passait derrière les murs des camps d'entraînement était bien plus terrible que la simple élimination. Là,
on ne tuait pas le corps, on y tuait l'âme, pour ériger à sa place un autel de la guerre. Vous pensez savoir ce qu'est le dressage? Vous imaginez une pelouse verte, un cliqueur à la main, une friandise pour l'ordre, assis, exécuté, et un remuement de queue satisfait. Oubliez. Ce que faisaient les Romains ne peut s'appeler de l'éducation. C'était de la reprogrammation. Si la sélection avait créé le matériel, un corps et des mâchoires puissants, les ingénieurs de l'Empire devaient maintenant charger le système d'exploitation. Et ce logiciel ne s'écrivait pas dans la langue de la récompense. Il s'écrivait dans la langue de la douleur, de la faim et du réflexe inconditionnel. Le camp militaire romain pour chiens était un lieu où la nature mourait définitivement, cédant la place à la fonction. Ici, on n'élevait pas la dévotion, on forgeait la dépendance. Le fondement de tout était la faim, une faim absolue qui tord l'estomac. On ne nourrissait pas les chiots sans raison. Une gamelle de nourriture est un luxe qui se mérite. Dans la nature, le prédateur mange quand il a de la chance. Dans le camp romain, le prédateur ne mangeait que lorsqu'il montrait de l'agressivité. Comprenez-vous la mécanique? La nourriture était associée dans le cerveau de l'animal non pas à la satiété, mais à la violence. Tu veux vivre? Attaque. Les instructeurs, appelés mensuaires, utilisaient des mannequins bourrés de paille à l'intérieur desquels ils cachaient de la viande crue. Pour atteindre les protéines désirées, le jeune molosse devait déchiqueter l'ennemi. Il devait sentir la résistance du matériau, entendre le craquement du tissu, goûter la victoire. Ainsi se formait le premier et le plus important des schémas. Destruction égale vie. Mais savoir mordre ne suffit pas. N'importe quel corneau peut mordre s'il est acculé. La tâche de Rome était plus complexe. Forcer l'animal à aller à la mort sur commande. Pour cela, il fallait amputer l'instinct de conservation. C'est peut-être l'étape la plus effrayante de la programmation. Un être vivant est biologiquement programmé pour éviter la douleur et le danger. Le feu, les bruits forts, les coups, tout cela sont des signaux de fuite. Les Romains brisaient cette barrière. On habituait les chiots à la cacophonie de la bataille. Autour des enclos, on battait les tambours jour et nuit. On frappait les épées contre les boucliers. On criait et créait un chaos artificiel. Au début, les animaux se collaient au sol, gémissaient, urinaient de peur. C'est une réaction normale. Mais on ne les consolait pas. On les forçait à agir dans cet enfer. Ceux qui ne pouvaient surmonter la panique étaient éliminés, mis au rebut comme un module défaillant. Il ne restait que ceux dont le psychisme s'était tellement déformé que le bruit de la guerre devenait pour eux un signal de chasse. Ils apprenaient à tout ignorer, sauf la voix de leur conducteur. Le mensuaire devenait pour le chien non pas un maître, mais une divinité. La seule source de nourriture, le seul repère dans le chaos, le seul qui pouvait accorder la vie ou infliger la douleur. Ce n'était pas de l'amitié, c'était un syndrome de Stockholm élevé au rang de doctrine militaire. Une attention particulière était accordée au goût du sang. Les sources romaines taisent pudiquement les détails, mais nous pouvons reconstruire ce processus. On ne peut pas forcer un chien à attaquer un humain sans raison. Il existe une barrière entre les espèces. Pour la détruire, on utilisait des prisonniers ou des criminels condamnés à mort. Cela s'appelait damnatio ad bestias, la condamnation aux bêtes. Mais dans ce contexte, ce n'était pas une exécution, mais un entraînement. Des cibles vivantes. On lâchait le molosse et il ne devait pas simplement aboyer, mais attaquer les points vulnérables. La gorge, l'aine, les tendons. Si le chien hésitait, il était puni. S'il déchirait la chair, il recevait de la viande. Ainsi,
coup après coup, on rétrogradait l'homme du statut de couronnement de la création à celui de proie. Aux yeux de ce chien, vous n'êtes pas une personne. Vous êtes juste un sac de viande qu'il faut ouvrir pour obtenir une récompense. Au bout d'un an de ce régime, ce n'était plus un chien qui se tenait devant vous. C'était un robot biologique. Ses yeux n'exprimaient aucune émotion. Il scannait l'espace à la recherche de menaces. Ses muscles étaient constamment tendus, comme le ressort armé d'une catapulte. Il ne réagissait pas aux chats, aux oiseaux ou aux autres chiens. Seule la commande d'attaque l'intéressait. Il pouvait rester immobile des heures sous un soleil de plomb ou une pluie battante, sans émettre un son, jusqu'à ce que le mensuaire tire sur la chaîne. C'était une discipline absolue, fondée sur la suppression totale de la personnalité. L'individualité de l'animal était effacée. Seule restait la fonction. Imaginez ce que c'est de tenir une telle force en laisse. Le mensuaire savait. Un faux mouvement, une seconde de faiblesse, et cet instrument créé pour le meurtre pouvait se retourner contre lui. Mais le risque était justifié. Lorsque la Légion s'alignait avant le combat, ces chiens étaient plus effrayants que n'importe quelle cavalerie. Ils ne craignaient pas la mort, car on leur avait appris à craindre la faim et le maître plus que les lances ennemies. Ils étaient prêts à se jeter sur un mur de boucliers, dans le feu, dans l'eau. Leur psychisme avait été vidé et recousu grossièrement avec les fils du pragmatisme romain. Mais même la bête la plus folle, la plus féroce, reste une créature de chair et de sang. Sa peau, aussi épaisse soit-elle, ne la sauvera pas d'une épée gauloise bien aiguisée ou d'une flèche parte. Les muscles se coupent, les os se brisent, les artères s'ouvrent. Les Romains avaient consacré trop de temps et de ressources à la création de cette arme vivante pour la laisser périr au premier coup accidentel. Le produit était trop cher pour être jetable. Le logiciel était installé, la folie calibrée. Il fallait maintenant protéger le matériel. Le temps était venu de transformer la biologie vulnérable en char invulnérable. Le temps était venu d'habiller le monstre d'acier. La chair est faible. C'est un axiome de la guerre. Quelle que soit la rage que vous injectez dans un être vivant, peu importe à quel point vous brisez son psychisme, un morceau de fer aiguisé vaincra toujours le muscle. Le pragmatisme romain ne pouvait permettre qu'un investissement ayant nécessité des années de sélection et des mois de dressage cruel soit perdu à cause d'une flèche perdue. Le légionnaire est protégé par un bouclier. Le molosse devait être protégé par sa propre peau, transformé par les ingénieurs de l'Empire en carapace impénétrable. Nous passons de la biologie à la technologie, du travail sur les neurones au travail sur le métal. Si jusqu'ici, nous avons vu comment le logiciel de cette machine à tuer a été créé, nous allons maintenant voir comment on lui a posé sa carrosserie. Imaginez une forge romaine. La chaleur, la suie, le tintement rythmé des marteaux. Ici, on forge des glaives, des pointes de pilum, des éléments de l'Orica segmentata. Mais dans un coin, sur un établi séparé, repose quelque chose d'étrange. Ce n'est pas une armure pour un homme, les proportions sont fausses. Une encolure trop large, des courbes bizarres pour protéger l'échine. Le forgeron travaille d'après des mesures prises non pas sur une recrue, mais sur un monstre. Il crée une armure pour une bête. C'était la première fois dans l'histoire qu'un chien était équipé avec le même soin qu'un garde d'élite. Les Romains comprenaient. Ils n'avaient pas devant eux un simple animal, mais une res militaris, un bien militaire. Cher, complexe à produire et extrêmement efficace. Et un bien coûteux doit être assuré. La base de la protection était souvent le cuir, mais pas simplement une peau tannée. C'était du cuir de bœuf épais, bouilli dans l'huile et la cire, jusqu'à devenir un plastique dur. Il pouvait résister à un coup d'épée tangent ou à une flèche glissante.
On en faisait des caparaçons couvrant le dos et les flancs, les endroits les plus vulnérables lors d'une attaque par le haut, par un cavalier ou un fantassin avec une longue lance. Mais pour les missions spéciales, pour percer l'infanterie lourde, on utilisait la cotte de maille ou l'armure d'écaille. Imaginez ce poids. 4, 5, parfois 6 kg de fer pèsent sur les épaules du chien. Un animal n'ayant pas subi de préparation physique se serait simplement couché sous un tel poids. Mais les molosses, ces montagnes de muscles, portaient le fer comme une seconde peau. L'éclat du métal se fondait avec l'éclat des crocs, créant une image digne de cauchemar. Mais l'élément principal, le couronnement de cette ingénierie mortelle, était le collier. Dans les arsenaux romains, il portait le nom de mélium. Oubliez les lanières de cuir avec des strass que vous achetez à vos animaux. Le mélium était une large plaque de fer forgé protégeant la gorge. C'est vital. Dans la nature, les prédateurs, et les loups en particulier, attaquent précisément le cou pour ouvrir la veine jugulaire. Les Romains ont fermé ce bouton d'arrêt. Mais la protection n'était que la moitié de la fonction. Le mélium transformait le chien en arme, même sans morsure. Sur la face externe du collier étaient fixées de longues pointes acérées, comme des rasoirs ou des lames incurvées. Comprenez-vous la physique de ce dispositif? Un chien en plein saut est un projectile pesant près de 80 kg, volant à la vitesse d'un sprinter. Il n'a même pas besoin de mordre. Il suffit de percuter la formation ennemie avec l'épaule ou le cou. Les pointes du collier éventraient les jambes non protégées des barbares, déchiraient les tendons des chevaux, infligeaient des plaies déchiquetées qui, dans les conditions de la médecine antique, signifiaient une mort lente et douloureuse par la gangrène. Chaque mouvement de tête de la bête se transformait en coup de faucille. Ce n'était pas seulement une protection, c'était une armure active, transformant l'animal en faucheuse vivante, travaillant sur la chair. Parfois, on blindait aussi les pattes, en filant des sortes de jambières pour protéger les tendons des coupures. Parfois, on fixait sur le dos des conteneurs avec un mélange enflammé, transformant le chien en brûlot, semant le feu et la panique dans le camp ennemi. L'effet visuel était saisissant. Quand une telle bête sortait à la lumière, elle ne ressemblait pas à une création de la nature, mais à un démon échappé de la forge de Vulcain. Fusion de la puissance biologique et du génie technologique. La fourrure sale, imprégnée de sueur, et l'éclat froid, impassible de l'acier. Des yeux brûlants de folie regardaient sous les plaques frontales. C'était déjà le cyborg de l'Antiquité. Pensez au coût. Le fer à cette époque coûtait cher. Le travail du forgeron coûtait cher. Le fait que l'Empire dépense de telles ressources pour l'équipement des chiens en dit long. Ce n'était pas le caprice d'un général excentrique, c'était le calcul froid de l'économie de guerre. Un seul de ces chiens en tenue complète coûtait comme 10 esclaves. On le préservait, on le réparait, on le graissait avec de l'huile avant le combat. L'attitude envers lui était strictement fonctionnelle. Ce n'est pas un bon garçon, c'est une unité de combat autonome nécessitant une maintenance technique. Ayant revêtu l'armure, le chien changeait. Le poids de l'armure modifiait son centre de gravité, le forçait à bouger différemment, plus bas, plus stablement. Le son aussi changeait. Au grognement et à la respiration lourde, s'ajoutait le cliquetis rythmé du métal. Gling, gling, gling. Un glas funèbre s'approchant de la formation ennemie. Imaginez que vous êtes en première ligne de l'armée barbare. Vous voyez qu'en face, dans les rangs romains, les boucliers s'écartent. Et dans le passage formé, on les fait sortir. Ils n'aboient pas. L'armure étouffe les bruits du corps. Ils se tiennent là, semblables à des statues coulées dans les ténèbres et la douleur. Les mensuaires vérifient les attaches des colliers une dernière fois. Le déclic du mousqueton sonne comme un coup de feu. Maintenant,
La machine est entièrement assemblée. Une carrosserie de muscles génétiquement sélectionnés. Un logiciel effaçant la peur et la pitié. Et une enveloppe extérieure en acier trempé, transformant l'être vivant en char invulnérable. Tout est prêt. Les ingénieurs reculent, les stratèges lèvent les mains. Une tension épaisse comme du sang flotte dans l'air. Le mécanisme est armé. Le ressort est comprimé à la limite. Le signal va retentir et les chaînes tomberont au sol. Nous allons voir pourquoi des milliers de chiots défectueux ont été sacrifiés et des centaines d'heures passées dans les forges. Le chaos va commencer. La gâchette est déjà pressée, le son sec métallique du mousqueton qui s'ouvre. C'est le dernier son du monde tel que vous le connaissiez. Les lourdes chaînes qui retenaient les démons tombent dans la poussière avec un bruit sourd. C'est fini. La sécurité est retirée. Il n'y a plus de facteur de retenue. À cette seconde, la machine militaire romaine passe de la statique à la dynamique. Et l'espace entre les deux armées cesse d'être une zone neutre. Il se transforme en zone de mort. Des centaines de corps noirs s'élancent simultanément. Ce n'est pas une course. C'est un vol rasant au-dessus du sol. Les premières secondes, c'est le silence. Les chiens n'aboient pas quand ils vont tuer. L'aboiement est un avertissement, une communication. Ici, la communication est terminée. Le travail a commencé. On n'entend que le piétinement lourd de milliers de pattes, semblable à la grêle sur un toit, et le sifflement rythmé et asthmatique de centaines de gorges aspirant l'air. Imaginez-vous de l'autre côté. Vous êtes un guerrier de tribu, fier et fort. Vous êtes au premier rang, lance en avant. Vous attendiez l'infanterie. Vous saviez comment combattre un homme. L'homme est prévisible. L'homme a 2 bras, 2 jambes et la peur de la mort dans les yeux. Mais ce n'est pas un homme qui fonce sur vous. C'est une torpille biologique de 70 kg qui fonce sur vous. Vous voyez l'herbe s'écraser sous leur pression. La distance se réduit catastrophiquement vite. 50 mètres, 30, 10. Vous essayez de viser, mais la cible est trop basse, trop rapide. Les reflets du soleil sur leur armure aveuglent vos yeux. Et là, l'impact. La physique de la collision est terrible. C'est de l'énergie cinétique pure. Une masse musculaire lancée, amplifiée par le poids de l'armure, percute vos boucliers non pas au niveau de la poitrine, mais au niveau des genoux. Cela brise n'importe quelle posture. L'os ne tient pas. Les tendons se rompent avec un bruit ignoble et mou, rappelant le déchirement d'un tissu trop tendu. Le rang avant de votre armée ne fait pas que tomber. Il se renverse, s'effondre comme un château de cartes dans le vent. La formation est brisée. Et au combat, une formation brisée est une condamnation. Mais le pire commence au sol. Quand vous tombez, vous vous retrouvez dans leur monde, au ras du sol. Ici, les règles de l'escrime ne s'appliquent pas. Ici, c'est la mécanique du hachoir qui opère. Le molosse ne mord pas au hasard. On lui a appris. Il travaille comme une presse hydraulique. Les mâchoires se referment sur un membre, suivi d'une secousse brusque de la tête sur le côté. Crac! Ce n'est pas juste une fracture. C'est la destruction structurelle du support. L'homme, privé de la possibilité de se tenir debout, cesse d'être un guerrier. Il devient un morceau de chair hurlant. Autour règne un chaos absolu. Les cris des blessés, le hennissement des chevaux dont les ventres ont été ouverts par les colliers à pointe, et au-dessus de tout cela, la respiration lourde et humide des chiens, travaillant dans ce brouillard sanglant avec la méthode de boucher à l'abattoir. Les légionnaires appelaient ce moment la moisson.
Les chiens ne devaient pas tuer tout le monde. Leur tâche était tactique. Créer une brèche, semer la panique, transformer une phalange organisée en une foule d'individus terrorisés. Et ils s'en sortaient brillamment. Tandis que les barbares tentaient de repousser ces monstres bas sur pattes qui se glissaient sous les coups d'épée, la Légion approchait déjà de la mêlée. Il ne restait plus aux Romains qu'à achever ceux qui avaient été mis à terre, ceux qui tentaient de desserrer les pièges d'acier des mâchoires sur leurs bras, ceux qui avaient oublié la bataille et ne pensaient plus qu'à échapper à la bête. C'était une scène sortie des enfers. Imaginez l'odeur, un mélange de terre retournée, de contenu d'intestin et de sang frais. Imaginez le son. Ce n'est pas le tintement de l'acier contre l'acier, ce sont des bruits de mastication, des grognements et des hurlements d'horreur passant aux ultrasons. Dans cette mêlée, le chien en armure était presque invulnérable. Un coup d'épée tangent ne faisait que tirer des étincelles du collier ou glisser sur le cuir huilé du caparaçon. Le chien ne sentait pas la douleur des coups. L'adrénaline étouffait tous les signaux du système nerveux. Il était en état de transe combative, exécutant un seul programme: déchirer, renverser, chercher le suivant. Pourriez-vous garder votre sang-froid en voyant votre camarade traîner au sol par une créature que vous considériez hier encore comme un simple animal? En voyant les pointes de son cou ouvrir la chair comme du papier? La panique se propageait comme un feu de forêt. Les rangs arrière, entendant les cris de ceux de devant, commençaient à reculer. La fuite devenait une réaction en chaîne, et dans le dos des fuyards volaient non plus des chiens, mais les pilums des légionnaires. Opération terminée, champ nettoyé. L'arme biologique avait rempli sa fonction avec une efficacité que la technique moderne pourrait envier. Quand le combat s'apaisait, venait la phase sinistre du refroidissement. On rappelait les chiens, les mensuaires sifflaient, ramenant leurs protégés à la réalité. Les chiens revenaient lentement, respirant lourdement, le museau couvert du sang d'autrui jusqu'aux oreilles. Certains boitaient, d'autres avaient l'armure cabossée ou entaillée. Mais dans leurs yeux brûlait toujours ce même feu froid. Ils ne ressentaient aucune culpabilité. Un outil ne peut être coupable de bien fonctionner. Les légionnaires les regardaient avec un mélange de respect et de dégoût. Ils comprenaient. Aujourd'hui, ces bêtes leur avaient sauvé la vie en encaissant le premier choc. Mais personne ne voulait s'approcher trop près d'eux. Même au calme, ces machines irradiaient la menace. Il semblait que ce tandem de l'homme et de la bête, de l'acier et des crocs, était invincible. Il semblait que Rome avait trouvé l'arme absolue, la Wunderwaffe de l'Antiquité, contre laquelle il n'y a pas de parade. Les légions marchaient sur l'Europe, et la gloire des chiens monstrueux les précédait, brisant la volonté des ennemis avant même le début de la bataille. Mais l'histoire des guerres nous enseigne une chose. À chaque action correspond toujours une réaction. À tout bouclier correspond une épée. À toute armure, un projectile perforant. L'arme absolue n'existe pas. Et très bientôt, les stratèges romains durent apprendre cette leçon, quand leurs chars vivants se heurtèrent à ce qu'ils ne pouvaient mordre et à ce qu'ils ne pouvaient intimider. L'ère de la domination touchait à sa fin, rencontrant la résistance des éléments et de la ruse humaine. Le mythe de l'invincibilité est le mensonge le plus dangereux à la guerre. Les Romains ont cru en leur création. Ils regardaient les légions de crocs bardées d'armure et voyaient la force absolue. Mais toute force a une inertie, et toute arme a une limite. Les ennemis de l'Empire, ces fameux barbares que Rome méprisait, ne se sont pas révélés être des victimes irréfléchies. Ils étaient observateurs, ils apprenaient. Et très vite, ils ont compris. Si vous ne pouvez pas arrêter un char par un choc frontal, vous devez briser ses chenilles. Ou
incendier son carburant. L'histoire du chien de guerre romain a pris un virage serré, percutant le mur de l'adaptation de l'adversaire. La machine de mort vivante, qui semblait invulnérable, a soudain eu des ratés. Et ce raté a coûté à l'Empire des rivières de sang. Le premier signal d'alarme a retenti sur les îles brumeuses de Bretagne. Les tribus celtes locales ne se sont pas enfuies, terrorisées, à la vue des molosses romains. Elles avaient leur propre réponse. Les Bretons ont aligné contre les poilures impériaux leurs propres chiens, les agaces. Ils étaient plus petits, plus légers, mais ils étaient plus rapides. Imaginez un combat entre un boxeur poids lourd et un maître du combat au couteau. Le molosse romain, bardé de fer, était inerte. Le temps qu'il tourne son corps puissant pour frapper, les chiens britanniques vifs étaient déjà pendus à ses pattes arrière non protégées, déchiraient les tendons, s'échappaient par des roulades. L'armure encombrante, qui sauvait des épées, était devenue un piège. Elle épuisait, elle ralentissait la réaction. Les commandants romains observaient avec horreur leurs destructeurs d'élite se transformer en cibles maladroites, traqués en meute comme des ours. Mais le véritable cauchemar attendait les légions dans les forêts de Germanie. Les Germains, ces enfants de Dieu sévères, en savaient plus sur la nature de la bête que les ingénieurs romains. Ils savaient, quel que soit le dressage subi par le chien, aussi brisé que soit son esprit, au fond de son cerveau, dans sa partie la plus ancienne, vit une peur primitive. La peur du feu. Les Romains pouvaient habituer les chiens au bruit de la bataille, à l'odeur du sang. Mais il est impossible d'extirper l'instinct de conservation face à des flammes déchaînées. Les Germains n'ont pas accueilli l'attaque avec des boucliers. Ils l'ont accueillie avec un mur de feu. Des torches ont volé dans l'herbe sèche. Des traînées d'huile préalablement versées se sont embrasées. Imaginez ce moment. Des centaines de bêtes en armure foncent à pleine vitesse dans un écran de fumée. Et soudain, devant elles se dresse un mur orange, respirant la chaleur. La biologie a pris le dessus sur le programme. Les molosses, ces tueurs intrépides, se sont figés net. La chaleur frappait les museaux, brûlait les vibrisses. L'odeur de poils brûlés a instantanément couvert l'odeur de l'ennemi. Panique. Une panique animale incontrôlable a saisi la meute. Ils ont commencé à s'agiter, se renversant les uns les autres, s'en mêlant dans leur propre formation. Ceux de l'arrière poussaient ceux de l'avant, les enfonçant dans le feu. Le hurlement de rage a fait place au glapissement de douleur. Et à travers la fumée et les flammes, volaient les javelots germains, frappant les animaux entassés. L'arme du jugement dernier s'était brisée en heurtant un élément naturel. Cependant, la leçon la plus cruelle et efficace fut donnée aux Romains en Orient. Les Parthes et les Perses ne s'en remettaient pas au hasard. Ils étaient des maîtres de l'ingénierie tout autant que les Romains. Contre les chars vivants, ils utilisèrent une invention simple, bon marché et absolument mortelle. Les chausses-trappes. Des ailles de fer. 4 pointes soudées de telle sorte que, peu importe comment vous jetez cet objet, une pointe regarde toujours verticalement vers le haut. Les Parthes ensemaient les approches de leur position, cachant le fer dans les hautes herbes ou le sable. L'attaque des chiens romains s'étouffa en quelques secondes. C'était un spectacle dont se détournaient même les vétérans aguerris. Imaginez, un chien puissant, à pleine vitesse, plante sa patte dans une pointe d'acier. La pointe traverse le coussinet, broie les petits os du métatarse et ressort. La douleur est instantanée, aveuglante. Le chien tombe, essaie de se relever sur les autres pattes et heurte aussitôt de nouvelles pointes. Le monstre blindé, capable de briser la gorge d'un taureau, s'est retrouvé impuissant face à un morceau de fer de la taille d'une noix.
L'élan offensif s'est transformé en bouillie sanglante. Le champ de bataille s'est rempli non de grondements, mais de gémissements. Des centaines d'animaux mutilés rampaient sur le ventre, rongeaient leurs propres pattes, essayant d'arracher le métal de la chair, devenant fous de douleur. Les légionnaires voyaient cela, et ce spectacle les démoralisait plus que n'importe quelle attaque ennemie. Leur dieu de la guerre gisait dans la poussière, gémissant comme des chiots battus. Le mythe de l'invulnérabilité était piétiné. Les stratèges romains ont compris que leur pari sur la force biologique brute était battu par l'intelligence et la ruse. L'entretien de telles troupes devenait un risque injustifié. Une arme qui peut être neutralisée par une poignée de ferraille éparpillée ne vaut pas l'or dépensé pour sa création. Impasse tactique. La machine de terreur s'est révélée être un instrument ultra spécialisé, efficace seulement contre un ennemi non préparé. Contre des professionnels, elle se transformait en fardeau. Les chiens blessés, brûlés, mutilés, qui une minute plus tôt étaient la fierté de la Légion, étaient maintenant devenus un problème. Ils ne pouvaient pas marcher, ils ne pouvaient pas combattre. Ils exigeaient de l'eau, de la nourriture et des soins. Mais la guerre est une économie, et dans la comptabilité romaine de la mort, il n'y a pas de colonne, pension d'invalidité pour le matériel à quatre pattes. Quand la fumée s'est dissipée et que les gémissements se sont tus, les commandants ont regardé ce champ de douleur d'un regard froid et évaluateur. Ils n'ont pas vu des êtres vivants souffrant. Ils ont vu de la ferraille. Un inventaire cassé qui ralentit l'armée. Et avec l'inventaire inutile, dans l'Empire, on agissait simplement. À l'horizon se profilait non pas la gloire, mais l'élimination. Un nettoyage cruel et pragmatique de ses propres rangs. La bataille est finie. La poussière retombe sur le champ de bataille, mêlée à l'odeur de brûlé. La Légion compte ses pertes. Pour les soldats, on déploie des hôpitaux de campagne, les valetudinariats. On y porte les hommes gémissants, ensanglantés, dont les médecins laveront les plaies au vin, feront des sutures, donneront une décoction de pavot. L'Empire tient à ses citoyens. L'Empire prend soin de ceux qui tiennent le bouclier. Mais un peu à l'écart, à la limite du camp, se déroule une toute autre procédure. Ici, pas de médecins. Ici travaillent les intendants. Ils marchent entre les rangs d'animaux couchés au sol. Ces mêmes molosses qui, une heure plus tôt, se jetaient sur les pointes partent et brûlaient dans le feu germain. Les chiens regardent les hommes qui approchent avec espoir. Ils remuent la queue, la tapant sur la terre ensanglantée. Ils attendent de l'aide. Ils croient que le pacte de la meute fonctionne dans les deux sens. Nous vous avons protégés, maintenant protégez-nous. Quelle erreur naïve et animale. Rome ne croit pas à la sentimentalité. Rome croit au bilan comptable. L'homme qui longe les rangs ne porte pas de bandage. Il a en main une liste d'inventaire et un stylet. Il regarde le chien dont la chausse-trappe a broyé la patte. Dans ses yeux, pas de compassion, seulement un calcul froid. Il fait un calcul rapide mentalement. Combien coûtera le traitement? Il faudra un chariot pour le transport, il faudra une alimentation renforcée, de la viande, qui est déjà en déficit, pendant 2 mois. Il faudra le travail d'un homme qui changera les pansements. Et pour quel résultat? Une bête boiteuse, ayant perdu sa caractéristique principale, la vitesse. L'actif s'est transformé en passif. Et avec les passifs, dans l'armée romaine, on agit radicalement. Cela s'appelle la mise au rebut du matériel. Une bureaucratie de la mort des plus cruelles. L'intendant fait une marque sur la tablette de cire et fait un signe de tête à l'assistant. Celui-ci s'approche du chien. Le chien, sentant l'odeur familière de l'équipement, essaie de se soulever, de lécher la main. Il pense que c'est le maître, venu le féliciter pour son service.
Mais la main de l'homme ne se tend pas vers la tête. Elle se tend vers les boucles du collier. Clic, clic. La lourde plaque d'acier à pointe, ce fameux mélium, est retirée du cou. Puis on retire le caparaçon de cuir, renforcé d'anneaux. C'est le plus précieux. L'armure vaut de l'argent. L'armure n'est pas endommagée. L'armure pourra être mise sur la prochaine recrue qui arrivera avec le convoi des pires. Et ce qui se trouve sous l'armure, vivant, chaud, respirant, n'est qu'un consommable. Un joint biologique jetable entre l'acier impérial et l'épée ennemie. Dès que la dernière sangle est détachée, la valeur de la créature tombe à zéro. Elle n'est plus une unité de combat. Elle est un déchet qu'il faut éliminer pour ne pas gaspiller de ressources pour l'entretien et ne pas provoquer d'insalubrité. Un coup de marteau court, professionnel, précis entre les oreilles, ou un trait rapide de couteau sur la gorge. Sans méchanceté, sans haine. C'est ainsi qu'on casse les manches des pelles fêlées avant de les jeter au feu. Le chien n'a même pas le temps de comprendre ce qui s'est passé. Dans son dernier regard, se fige non pas la douleur, mais l'incompréhension. Trahison. Voilà le vrai nom de cette procédure. L'être le plus fidèle de la planète reçoit en récompense de sa fidélité une place dans une fosse commune, où l'on entasse les cadavres de chevaux et les chariots cassés. Au IIIe siècle de notre ère, l'enthousiasme pour les chiens de guerre a commencé à s'estomper. Les stratèges romains, ces génies de la logistique, ont calculé le débit et le crédit. L'entretien d'un régiment de molosses coûtait au trésor des sommes colossales. Ils mangeaient autant que des hommes adultes, mais leur flexibilité tactique était limitée. Ils ne pouvaient pas construire de fortifications, ne pouvaient pas tirer à l'arc, ne pouvaient pas tenir une ligne en défense. Ils étaient une arme à coup unique. Et quand ce coup a cessé d'être mortel à coup sûr à cause de l'adaptation des ennemis, la rentabilité du projet s'est effondrée. L'Empire, comme une gigantesque corporation, a commencé à fermer les filiales inefficaces. Le programme des chars vivants était en train d'être démantelé. Mais que faire des milliers de tueurs spécialement élevés? On ne peut pas simplement les renvoyer chez eux, comme des vétérans légionnaires, en leur donnant un lopin de terre. Ce sont des bêtes programmées pour l'agression. Elles sont dangereuses. Et de nouveau, le mécanisme du pragmatisme froid s'est enclenché. Élimination massive. Dans les dernières années de l'utilisation active des molosses, les légions laissaient derrière elles non seulement les villages brûlés des ennemis, mais aussi les charniers de leurs propres chiens. On les abattait par centaines avant les longues marches pour ne pas traîner de poids inutile. C'était un génocide cynique d'une race créée par la main de l'homme. Les légionnaires, dont beaucoup avaient eu le temps de s'attacher à leurs féroces partenaires, exécutaient l'ordre en silence. La discipline au-dessus des sentiments. Un ordre est un ordre. Le matériel est radié. Cependant, il était impossible de tous les tuer. Le molosse romain était une création trop vivace, trop puissante pour disparaître simplement dans le néant d'un trait de plume d'un fonctionnaire. Une partie des chiens a survécu. Certains se sont enfuis dans le chaos de la retraite, sont retournés à l'état sauvage et se sont regroupés en meute, terrorisant les environs des anciens camps. D'autres ont été vendus secrètement par des légionnaires, en violation du règlement, aux habitants locaux ou emmenés comme trophées au moment de la retraite. La grande armée se désagrégeait, et avec elle se désagrégeait le monopole de la violence. Le code génétique créé pour la guerre a commencé à s'infiltrer au-delà du périmètre des bases militaires. La férocitas, la férocité forgée dans les forges de Mars, n'était plus sous le contrôle de l'État, et s'est déversée dans le monde, cherchant un nouveau maître. Et bien entendu, elle l'a trouvé. Car si l'Empire est tombé,
La soif de sang et de spectacle du genre humain est restée inchangée. L'histoire du chien de guerre ne s'est pas terminée. Elle a simplement changé de genre, de la tragédie militaire au sport sanglant. L'héritage des légions se préparait à entrer dans une nouvelle arène, encore plus sale. L'Empire est tombé, les colonnes se sont effondrées, les aqueducs se sont asséchés, le marbre des forums a été pillé pour la construction de porcheries. La grande Rome, qui semblait éternelle, est tombée en poussière sous les coups de ces mêmes barbares qu'elle avait tenté de détruire pendant des siècles. Mais la biologie s'est avérée plus solide que la pierre. Les États meurent, les gènes restent. Ce terrible code, Férocitas, développé dans les chenils secrets des légions, n'a disparu nulle part. Il est simplement devenu orphelin. Et, comme toute arme abandonnée, il a immédiatement trouvé de nouvelles mains. Les mains sales, avides et cruelles du Moyen Âge. L'histoire du soldat noble, bien que monstrueux, était terminée. L'histoire du chien de chêne et du gladiateur commençait. Imaginez la carte de l'Europe plongeant dans les ténèbres des âges sombres. Sur cette carte, comme des taches d'encre, se répandent les descendants des molosses romains. Les légions partaient, mais laissaient leurs bêtes. Dans la ville allemande de Rottweil, un ancien avant-poste romain, ces éclats d'empire ont trouvé une nouvelle vocation. Ils ne prenaient plus d'assaut la formation ennemie, ils sont devenus l'instrument des bouchers. On les a appelés Metzgerhund. Imaginez cette dégradation. Une créature créée pour la bataille contre des rois garde maintenant une charrette de carcasse et conduit des taureaux à l'abattoir. Les bouchers, gens pragmatiques, ont vite compris la valeur de la sélection romaine. Ils accrochaient les bourses avec la recette directement au cou des chiens. Aucun voleur, sain d'esprit, ne risquerait de mettre la main à la gorge d'une bête dans les yeux de laquelle se lisait le souvenir de centaines de gorges déchirées. Un coffre-fort vivant, une serrure biologique dont la clé n'est autre que la mort. Mais ce n'était que le début de la chute. Dans les châteaux de pierre humides des seigneurs féodaux, les descendants des molosses ont été mis à la chaîne courte. Le fer a de nouveau enchaîné leurs coups, mais maintenant ce n'était pas une armure de combat, mais un symbole d'esclavage. Leur tâche n'était plus de vaincre, mais d'effrayer. D'énormes mastifs, héritiers directs des tueurs romains, étaient couchés aux portes, râlant de méchanceté sur chaque passant. Leur monde s'est rétréci au rayon de la chaîne. Le psychisme, déjà ébranlé par des siècles de sélection pour l'agression, se brisait définitivement dans les conditions d'isolement. Le chien, privé de travail, privé de mouvement, se transformait en un amas de haine pure et concentrée. Ce n'était plus un guerrier calculateur, c'était un psychopathe se jetant sur sa propre ombre. Et puis, l'homme s'est ennuyé. Les guerres s'apaisaient, mais la soif de sang exigeait une issue. Et on a sorti le produit romain pour amuser la foule. Les arènes de gladiateurs de Rome renaissaient sous la forme de fosses salles sur les places de marché d'Angleterre et de France. La traque. Voici le nouveau nom de la vieille cruauté. Au centre de l'enclos, on plantait un pieu. On y attachait un ours ou un taureau, et on lâchait les chiens. Ceux-là même dont les ancêtres renversaient des légionnaires. Maintenant, ils devaient mourir sous les huées des paysans ivres et les cris de jeu de la noblesse. Avez-vous déjà vu des gravures représentant des hostilités contre les taureaux? Regardez-les bien. Des chiens pendus au museau d'un animal géant. Ce n'est pas de la chasse. Dans la nature, le prédateur tue vite et efficacement. Ici, le but était le spectacle. Prolonger les tourments. La sélection romaine pour la prise mortelle tombait à pic. Les spectateurs faisaient des paris. Combien de minutes le chien tiendrait-il avant que le taureau ne le lève sur ses cornes
et ne le jette dans la foule comme une poupée de chiffon? Entendra-t-il le craquement de la colonne vertébrale? Verra-t-il les tripes? La foule avait soif de spectacle, et les descendants des molosses payaient ce jeu de leur vie. Une caste spéciale de chiens est apparue, les bulldogs de type ancien, arrière-petits-fils directs des machines de guerre romaines. Leurs museaux sont devenus encore plus courts pour pouvoir respirer sans desserrer les mâchoires, plantées dans la chair de la victime. Leur seuil de douleur est tombé à 0. Vous pouviez couper la patte d'un tel chien en plein combat, et il n'aurait pas desserré les dents. Cela était considéré comme de la vaillance. Le véritable esprit chuchotait avec admiration les joueurs en comptant les gains. En réalité, c'était une pathologie profonde. Nous avons pris le dévouement et l'avons transformé en entêtement suicidaire. Nous avons appris aux chiens à ignorer l'instinct de conservation pour notre divertissement. Dans ces fosses imprégnées d'odeur d'urine, dalles bon marché et de peur, s'est définitivement formée cette image du chien tueur qui nous effraie encore aujourd'hui. Les Romains les utilisaient comme une arme, mais les respectaient comme une force. Le Moyen-Âge en a fait un consommable pour le pari mutuel. Aucun honneur, aucune tactique, seulement de la boue et du sang. Le chien a cessé d'être un compagnon d'armes. Il est devenu un gladiateur esclave dont la vie valait exactement le montant parié sur elle. C'est précisément dans ces siècles obscurs que s'est ancré le terrible stéréotype. Le gros chien est le mal. Les paysans se signaient à la vue d'un chien noir, le considérant comme l'incarnation du diable. Les légendes sur les chiens fantômes, sur le chien des Baskerville, tout cela sont des échos de la mémoire génétique des monstres romains. Les gens avaient peur de ce qu'ils avaient eux-mêmes créé. Ils ont acculé la bête, l'ont rendue méchante par les chaînes et les coups, puis l'ont traitée de monstre. L'hypocrisie a atteint son apogée. Nous avons créé un enfer pour les animaux, puis nous les avons accusés d'être devenus des démons. Le sang des molosses s'est répandu dans les veines de dizaines de races. Il est présent chez les boxers, les dogs, les boules mastifs. En chacun d'eux dort une particule de cet ancien légionnaire que l'on a autrefois bardé de cuirasse. Mais au Moyen-Âge, ce sommeil était agité. Le chien est devenu l'otage de la cruauté humaine, l'instrument des passions les plus basses. Et même quand l'époque des chevaliers est passée, quand les châteaux sont tombés en ruine, ce travail ne s'est pas arrêté. Il s'est simplement métamorphosé. À l'horizon se profilait le nouveau monde. Et là-bas, outre-mer, les vieilles méthodes romaines allaient connaître une terrible renaissance. Les conquistadors emportaient sur leurs navires non seulement la croix et les mousquets. Dans les cales, dans l'obscurité et la touffeur, grognaient des chiens. Ils naviguaient vers de nouvelles victimes pour prouver « les empires changent, mais les méthodes de terreur restent inchangées ». Le code du meurtre était prêt pour l'exportation sur un autre continent. L'océan ne lave pas les péchés, il les conserve. Quand les caravelles en bois de la couronne espagnole fendaient les vagues de l'Atlantique, dans leurs cales, dans l'obscurité étouffante et malodorante, voyageait quelque chose de plus effrayant que la poudre et la variole. Là, voyageait le code romain. Les conquistadors, ces aventuriers impitoyables du Nouveau Monde, emmenaient avec eux les héritiers directs des molosses impériaux, les alanos et les mastifs. L'histoire a fait une boucle géante dans le temps et l'espace pour ramener l'arme biologique en première ligne. Seulement maintenant, le décor a changé. Au lieu des forêts brumeuses de Germanie et des steppes sèches de Parthie, les jungles humides et vertes d'Amérique. Et au lieu de légionnaires bardés de fer, des hommes barbus en cuirasse d'acier, obsédés par l'or. Mais l'essence de la bête est restée inchangée. Elle était toujours un instrument de génocide. Les Indiens, voyant ces créatures pour la première fois, ne les considéraient pas comme des animaux. Pour eux,
qui ne connaissaient que de minuscules chiens locaux, les chiens espagnols étaient des démons, des monstres échappés des enfers. Les Espagnols exploitaient cyniquement cette horreur mystique. Ils bardaient leurs chiens d'armure de coton matelassé, les escopiles, qui protégeaient des flèches indiennes et des épées d'obsidienne aussi bien que l'acier romain. Et de nouveau, comme il y a des milliers d'années, l'effet psychologique devançait l'effet physique. Le grognement du mastif, se répercutant sous la canopée de la forêt tropicale, forçait des villages entiers à jeter les armes et à fuir. Parce que la mort par balle est en instant, la mort par les crocs est un cauchemar primitif étiré dans le temps. Les chroniques de la conquête regorgent de noms de bourreaux à quatre pattes. Le plus célèbre d'entre eux est Becerrillo. Ce n'est pas juste un surnom, c'est une marque de mort du XVIe siècle. Ce chien au pelage roux, couvert de cicatrices, était si efficace qu'il recevait la solde d'un arbalétrier, une part entière de butin et d'or. Réfléchissez au degré de folie. Un chien gagnait plus qu'un soldat professionnel. Les Espagnols écrivaient que 10 de ces chiens valaient 100 hommes. Ce n'était pas une métaphore, c'était la comptabilité de la conquête. Becerrillo savait distinguer un Indien pacifique d'un hostile à l'odeur de l'adrénaline. Il pouvait arracher le bras d'un prisonnier sur un léger signe de tête du maître. C'était l'école romaine de dressage, ayant traversé les siècles et atteint son apogée sanglant sous les tropiques. Un terme spécial est même apparu, apérear, jeté aux chiens. C'est devenu une forme officielle d'exécution. Les chefs insoumis, les rebelles ou simplement ceux qui ne pouvaient pas apporter assez d'or étaient rassemblés dans des enclos et on lâchait la meute. C'était le damnatio ad bestias romain, mais sans spectateurs ni tribunes, dans la boue et l'humidité de la jungle. Les prêtres accompagnant les expéditions détournaient pudiquement les yeux, appelant cela le châtiment divin. Mais en fait, c'était du terrorisme pur et distillé. La chair vivante était utilisée pour briser la volonté d'un continent entier. Et cela a fonctionné. L'empire des Incas et des Aztèques s'est effondré non seulement sous l'acier et les maladies, mais aussi sous la peur des mâchoires qui ne connaissaient pas la pitié. Des siècles ont passé. La jungle a cédé la place au béton et au verre des mégalopoles. Nous volons dans l'espace, portons dans nos poches l'accès à toutes les connaissances du monde et dissertons sur l'humanisme. Mais regardez attentivement la chronique policière moderne. Voyez-vous ce chien sec dans un harnais avec l'inscription K9 ? C'est un berger belge malinois ou un berger allemand. Extérieurement, ils diffèrent des molosses romains. Ils sont plus légers, plus rapides, plus ergonomiques. Mais à l'intérieur, dans l'enchevêtrement des neurones et des instincts, vit le même démon. Nous avons changé les lourdes cuirasses pour des gilets en Kevlar. Nous avons remplacé les colliers à pointe par des colliers électriques télécommandés et des caméras sur le dos. Mais la fonction est restée la même. Le chien policier est un missile guidé à tête chercheuse thermique. Quand les forces spéciales prennent d'assaut un bâtiment, le premier à entrer dans l'obscurité est le chien. Pourquoi ? Pour prendre le feu sur lui, pour trouver et neutraliser. Nous appelons cela une interpellation, mais soyons honnêtes, c'est une attaque de prédateur. Le chien volant dans la pièce ne pense pas aux droits de l'homme, il pense à la prise. Ses mâchoires, se serrant sur le bras du criminel avec une pression de plusieurs dizaines d'atmosphères, sont un salut direct de l'Antiquité. L'efficacité de cette arme biologique au XXIe siècle est aussi élevée que sous Jules César. L'homme avec un pistolet peut rater sa cible. L'homme peut hésiter. Le chien, travaillant à l'instinct de proie, ne rate pas et ne doute pas. Il est l'exécutant parfait de la volonté de l'État, dépourvu de tourments moraux. Et il y a une autre face
l'ombre. Si la police est l'héritière des légions, les combats de chiens clandestins sont l'héritage pourri des fosses médiévales. Dans les sous-sols des zones industrielles abandonnées, dans les garages en périphérie des villes, loin des yeux de la loi, le code romain Ferocitas est cultivé sous sa forme la plus hideuse. Les pitbulls, les staffs, descendants de ces mêmes chiens de combat. Leurs propriétaires appellent cela le gameness, l'agressivité au combat. La volonté de se battre, même quand il ne reste plus de force, même quand les pattes sont brisées et que le sang gicle des plaies. Ici, pas de tactique, pas de nécessité militaire. Il n'y a que de l'argent et du sadisme. Les gens se tiennent autour d'un ring improvisé, serrant des billets dans leurs paumes moites et hurlent en regardant deux êtres vivants s'entretuer. C'est le miroir de notre civilisation. Nous avons condamné les combats de gladiateurs, nous avons interdit les exécutions publiques, mais nous avons repoussé cette soif de sang dans la clandestinité. Nous continuons à produire des monstres. Nous continuons à sélectionner l'agression en l'appelant qualité sportive. Le chien dans la fosse n'est pas coupable. Il fait ce pourquoi l'homme l'a créé. Il exécute un programme écrit il y a 1000 ans et soigneusement conservé par nous pour nos propres divertissements. Le paradoxe de la modernité réside dans le fait que nous vivons dans une double réalité. Le jour, nous embrassons nos labradors sur leurs truffes humides et leur achetons des couchages orthopédiques. Et la nuit, dans un autre quartier de la ville, on lâche un animal dont la seule tâche est de déchirer. Ou on envoie un groupe d'assaut avec un chien dressé à l'attaque à laine. Nous avons hypocritement divisé les chiens en amis et outils, refusant d'admettre qu'ils ont une racine commune. Dans chaque caniche, dans chaque épagneul, quelque part très profondément, dort un loup. Mais dans les races de service et de combat, nous n'avons pas endormi ce loup. Nous l'avons dopé aux stéroïdes, formé aux tactiques de combat rapprochées, et lui avons délivré un permis de violence. L'histoire a fait un tour complet. Des arènes romaines aux jungles du Nouveau Monde et retour, dans la jungle de pierre de nos villes. Les méthodes de livraison de la mort sont devenues plus technologiques. Nous avons appris à soigner les blessures avec des antibiotiques. Nous avons appris à contrôler les chiens à l'aide de l'électronique. Mais l'essence même du contrat entre l'homme et la bête n'a pas changé d'un iota. Nous les nourrissons et en échange, ils nous donnent leur rage. Nous leur déléguons cette part de cruauté que nous avons peur ou ne voulons pas commettre de nos propres mains. Besserillo n'est pas mort. Il a simplement changé de nom et enfilé un harnais tactique. Et tant que l'humanité aura besoin de violence pour affirmer son pouvoir, ce spectre au croc marchera à nos côtés, respirant dans notre genou, prêt au premier ordre à transformer un dialogue civilisé en bain de sang. Mais la découverte la plus effrayante nous attend non pas dans l'histoire des guerres, mais dans notre propre maison. Dans le miroir dans lequel nous avons peur de regarder. Parce que la véritable source de cette agression séculaire tient la laisse et ne porte pas le collier. Regardez-le maintenant, tout de suite. Il est couché sur le tapis de votre salon, cette boule de chaleur poilue. Peut-être porte-t-il un pull tricoté ridicule avec des serres que vous avez acheté au solde de Noël. Peut-être renifle-t-il drôlement dans son sommeil ou ronge-t-il un poulet en caoutchouc qui couine. Vous le regardez et voyez un bon garçon, un membre de la famille, une nounou pour vos enfants. Vous êtes sûr qu'entre cette créature mignonne et ces monstres blindés qui déchiraient les gorges dans les forêts de Germanie il y a 2000 ans, s'étend un gouffre infranchissable d'évolution. Vous pensez que la civilisation a éradiqué la bête, l'a dissoute dans la caresse et les croquettes de première qualité? Vous vous trompez. C'est l'illusion la plus dangereuse dans laquelle vit l'homme moderne. Nous n'avons pas détruit le monstre. Nous lui avons simplement appris à faire semblant. Nous lui avons mis un masque de clown. Mais sous ce masque
ricane toujours le même molosse romain. La génétique n'est pas un brouillon que l'on peut effacer avec une gomme. C'est du granit. Le code Férocitas, la férocité que les ingénieurs impériaux ont inscrite pendant des siècles dans l'ADN, n'a disparu nulle part. Il est simplement passé en mode veille. Il somnole dans chaque Rottweiler, dans chaque Mastiff, dans chaque Canet Corso, se promenant paisiblement dans le parc en laisse à enrouleur. C'est une bombe à retardement cousue dans la biologie, et le tic-tac de ce mécanisme n'est étouffé que par notre auto-illusion. Approchez-vous. Regardez l'anatomie de votre animal de compagnie. Rejetez la sentimentalité et adoptez le regard froid de l'anatomiste. Voyez-vous ces pommettes? Elles ne sont pas créées pour mâcher des granulés mous. Ce sont des leviers conçus pour créer une pression monstrueuse. Voyez-vous comment il réagit à une balle lancée? Ce n'est pas un jeu, c'est une répétition. Au moment de la poursuite, les mêmes circuits neuronaux s'allument dans son cerveau que chez son ancêtre rattrapant un esclave en fuite. La dopamine qu'il reçoit en attrapant le jouet est une récompense chimique pour une chasse réussie. Nous appelons cela rapporte. La nature appelle cela un meurtre. Parfois, le masque tombe, pour une fraction de seconde. Vous l'avez probablement remarqué. Un bruit soudain et sec, une odeur étrangère, un mouvement de main incompréhensible. Et voilà, les yeux de votre chien changent. Les pupilles se dilatent, absorbant l'iris. Le poil sur l'échine se hérisse, formant cette ancienne crête. De la gorge s'échappe non pas un aboiement, mais un grondement bas et guttural qui fait vibrer le sol. À cet instant, le bon garçon disparaît. Devant vous se tient un légionnaire romain. À cet instant, il n'y a pas d'amitié entre vous. Il n'y a qu'un calcul biologique. Qui est le plus fort? Qui est le chef? Qui est la victime? Généralement, cette hallucination passe aussi vite qu'elle est apparue. Le chien s'ébroue, remue la queue, et vous expirez avec soulagement, mettant tout sur le compte des nerfs. Mais ce moment de vérité était réel. Le fantôme de Rome a regardé dehors. Nous avons amené ces bêtes dans nos maisons, les avons couchées dans nos lits, leur avons confié ce que nous avons de plus cher. Nous croyons que l'amour est capable de réécrire les instincts. Mais l'amour est une invention humaine. Et l'instinct est une loi de la nature. Les Romains étaient plus honnêtes que nous. Ils savaient qu'ils tenaient la mort en laisse et la traitaient avec respect et prudence, comme une arme chargée. Nous manipulons une grenade comme une décoration de sapin. Nous avons oublié les règles de sécurité écrites avec le sang des légions. Et quand une tragédie survient, quand l'animal de compagnie mutile soudain un enfant ou attaque un passant, nous sommes sous le choc. Nous crions « Il n'a jamais fait ça, il n'est pas comme ça !» Non, il est exactement comme ça. Il a toujours été comme ça. Simplement, vous refusiez de le voir. Mais soyons honnêtes jusqu'au bout. Si le chien est une arme chargée, qui a appuyé sur la gâchette? Qui a créé ce mécanisme? Pas la nature. Le loup tue pour se nourrir. Il ne tue pas pour le plaisir ou la guerre. C'est nous, l'humanité. Nous avons pris le prédateur idéal et l'avons brisé. Nous avons mené pendant des siècles une sélection pour la folie. Nous éliminions les bons et gardions les méchants. Nous cultivions la paranoïa, l'agression, la capacité de tuer sans raison. Nous, les humains, avons transformé la fidélité en fanatisme et la force en violence. Le chien est de l'argile, et nous sommes le sculpteur fou qui a modelé de cette argile des démons à son image. Le molosse romain est notre miroir. Regardez son rictus furieux,
figé sur les bas-reliefs antiques. Qui voyez-vous? Une cruauté animale? Non. Vous voyez l'ambition humaine. Vous voyez notre soif de pouvoir, notre désir de dominer tout ce qui vit, notre désir d'infliger la douleur par des mains étrangères. Nous avons projeté nos vices les plus sombres sur les chiens en les amplifiant des centaines de fois. Nous leur avons appris à haïr. Nous leur avons appris à faire la guerre. Et maintenant nous avons peur d'eux. Nous les enfermons dans des volières, leur mettons des muselières et les euthanasions s'ils ont trop bien appris nos leçons. L'histoire du chien de guerre n'est pas une histoire sur les animaux. C'est une histoire sur nous, sur la façon dont l'Empire transforme tout ce qu'il touche en outil, sur la façon dont la civilisation se construit sur les os et le sang, même si ce sont les os de nos meilleurs amis. Nous avons trahi cette alliance. Nous avons conclu un contrat avec le loup près du feu primitif, lui promettant un partenariat, et au final, nous en avons fait un esclave, un gladiateur et un bouclier vivant. Et ce péché pèse sur nous comme un fardeau éternel. Alors, qui est la vraie bête ici? Celui qui mord, obéissant à l'instinct et à l'ordre? Ou celui qui donne cet ordre? Celui qui ignore la morale? Ou celui qui a inventé la morale, mais la piétine pour l'efficacité, l'or et le spectacle? Regardez votre chien encore une fois. Maintenant, il dort. L'ancien code férocitas somnole dans ses gènes, comme un ressort comprimé. Mais la prochaine fois que vous regarderez dans ses yeux dévoués et profonds, souvenez-vous, vous regardez dans l'abîme que vos ancêtres ont creusé. Et cet abîme vous regarde en retour. Rome n'est pas tombée. Elle a simplement troqué la toge pour le costume d'affaires et l'épée pour la laisse. Et tant que nous ne reconnaîtrons pas la bête en nous-mêmes, nous sommes condamnés à craindre la bête qui marche à nos côtés.